Stories est un jeu de Manuel Rozoy. Famous, édité par Asmodée et créé par Christophe Aimier. On retrouve Bruno Catala et Antoine Boza à la réalisation. Un jeu de Emerson Matsushi. Cash and Guns est un jeu de Ludovic Maublanc et illustré par Gérard Mathieu. Un jeu créé par Romaric Gallonnier. C'est un jeu de Régis Bonneset. C'est un jeu de Charles Chevalier et Bruno Catala. Le Tour du Monde en 80 jours est un jeu de David Parlet. Même si vous n'y connaissez pas grand chose aux jeux de société, il suffit de regarder n'importe quelle boîte pour voir qu'il figure systématiquement le nom de son auteur, un peu comme sur la couverture d'un livre ou d'une bande dessinée. Si vous êtes un peu plus expert dans le domaine, cela peut même devenir un critère d'achat, car vous savez que les jeux de société sont avant tout des créations, et comme dans tous les autres domaines culturels, on peut apprécier la patte d'un auteur en particulier. Figurez-vous que c'est loin d'avoir toujours été le cas, et à une époque il était très difficile de trouver le nom des auteurs sur les boîtes. D'ailleurs on ne parlait même pas d'auteur mais plutôt d'inventeur de jeux. Ça change quand même pas mal de choses quant à la reconnaissance culturelle du médium. Cette lente transition qui s'est faite des années 60 à la fin du siècle a été très influencée par Alex Randolph, un auteur de jeux qui a lutté auprès des éditeurs afin que les auteurs soient mieux reconnus au fil des années. Et puisqu'il a voulu mettre un point d'orgue à ce que les jeux soient vus comme des œuvres, rendons-lui hommage aujourd'hui et observons l'œuvre ludique de ce grand homme. Alex Randolph est né aux États-Unis, mais a vécu une bonne partie de sa vie dans d'autres pays. Il a étudié en Suisse, a vécu 7 ans au Japon et a terminé sa vie en Italie, à Venise. S'il s'est probablement inspiré des différentes cultures qu'il a visitées pour créer ses jeux, c'est en particulier au début des années 60, alors qu'il emménage au Japon, qu'il va se passionner pour le shogi, l'équivalent nippon de notre jeu d'échecs. C'est également à cette époque qu'il sera propulsé par la société d'édition 3M, avec son jeu Twixt, un jeu abstrait qui fait partie de ce qu'on appelle la famille des jeux de connexion. C'est-à-dire ici où les joueurs devront relier deux bouts du plateau en posant leurs pièces. La particularité ici, c'est que les pièces doivent être posées en suivant le déplacement du cavalier aux échecs, un type de déplacement que Alex Randolph trouvait totalement fascinant à l'époque. Alors ce n'est pas vraiment son premier jeu édité puisqu'un autre jeu du nom de Pankai a existé, une sorte d'ancêtre du blocus, et qui est donc lui aussi un jeu abstrait, mais on retiendra plutôt Twixt car il a eu un meilleur succès commercial et critique. D'ailleurs, petite anecdote, c'est également à ce moment et chez le même éditeur que sort un autre jeu encore plus culte aux États-Unis, Acquire de Sid Sackson. Mais je pense que lui aussi on aura l'occasion d'en dire pas mal de choses dans une autre vidéo. Retenons surtout que c'est aussi grâce à l'initiative de 3M de vouloir sortir une gamme de jeux de société pour adultes que la révélation de ces deux jeux au grand public a été possible. Et on peut considérer ça comme le début de ce qu'on appelle aujourd'hui des jeux de société modernes. À partir de ce moment-là, la carrière d'auteur de jeux d'Alex Randolph était lancée. Et oui, je parle bien de carrière, car notre ami Alex a plus d'une centaine de jeux publiés à son actif, ce qui en fait à la fois un des auteurs les plus prolifiques de toute l'histoire du jeu de société, ce qui est complètement dingue pour l'époque, mais aussi un des rares à avoir pu en vivre tout simplement. Vu qu'il y en a beaucoup, je ne vais donc évidemment pas vous parler de l'intégralité de ces jeux un par un. On va plutôt parler de ses créations de manière globale, en soulignant tout de même ses jeux les plus connus. Pour commencer, Alex Randolph n'était pas fan que de shogi mais de jeux abstraits en général, et on pourra en observer un bon nombre parmi ses créations. C'est assez normal puisqu'à son époque, les jeux se divisaient plutôt en deux catégories, les jeux abstraits, ou, à l'inverse le plus total, les jeux totalement basés sur du hasard et de la chance. Mais ce qu'il retiendra le plus des mécaniques de jeux abstraits, c'est avant tout leur minimalisme. Selon lui, les jeux doivent être simples et expliqués rapidement afin que l'on puisse vite rentrer dedans sans être perdu. Et cette patte minimaliste, on la retrouvera dans absolument chacun de ses jeux. Et puisqu'il aimait bien retourner des mécaniques de jeu dans tous les sens, pas mal de ces jeux sont restés cultes de par leur originalité et leur efficacité, comme c'est le cas de Ricochet Robot, dont je vous ai déjà parlé dans mon épisode sur les party games, ou encore Stupide Vautour, un jeu d'enchères simultané basé sur un principe simple et efficace. À chaque tour, les joueurs misent une de leurs cartes de 1 à 15 simultanément. Et lorsqu'on révèle les cartes, c'est le joueur avec la plus grosse mise qui remportera la carte de souris, valant un certain nombre de points de victoire. Mais chacune de vos cartes de mise ne pourra être utilisée qu'une seule fois dans la partie. Et surtout, il y a un twist, s'il y a 2 joueurs ou plus à égalité pour la plus grosse mise, alors il s'annule et c'est le suivant qui remporte la carte. C'est une mécanique très rarement vue dans le monde du jeu de société, qui lui a été inspiré par un jeu de cartes traditionnel joué par des militaires britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un de ses jeux les plus connus et ayant eu pas mal de rééditions.
Ce genre de succès, il va le réitérer plusieurs fois dans sa carrière, et je pense que c'est dû à sa vision du jeu. Comme je vous l'ai dit, Alex Randolph s'est battu pour que les auteurs de jeux soient mieux reconnus, et ainsi il considérait les jeux comme de véritables œuvres artistiques, et non pas juste comme des produits à vendre à des enfants. Il disait « Si j'avais été un explorateur ou un anthropologue découvrant une tribu encore inconnue du monde civilisé, ma première question à leur poser aurait été « Quels sont vos jeux ?» Ce profond respect pour les jeux et le fait qu'il ait beaucoup voyagé l'a amené à découvrir de nombreuses mécaniques ludiques différentes, et en jonglant avec toutes ces mécaniques, en les retournant dans tous les sens, il a réussi à en créer de nouvelles qui inspireront plus tard les auteurs de jeux de société modernes. C'est très important de se dire qu'il réfléchissait ses jeux autour de mécaniques, et non pas autour d'un thème comme c'était pas mal le cas pour les jeux de son époque. Pour lui, les jeux de société sont comme des objets vivants. On peut leur appliquer des variantes et en modifier les règles à l'infini, pour jouer de la manière qui nous plaît le plus. Mais outre son minimalisme et son amour des mécaniques innovantes, Alex Randolph, plus tard dans sa carrière, ajouta un troisième élément qui fera tout le sel de ses jeux. La petite touche en plus qui rend ses jeux inoubliables. Cet ingrédient, c'est le matériel au profit du fun. Par exemple, pour générer le hasard dans un de ses jeux les plus connus, j'ai nommé Intrigue à Venise, plutôt que d'avoir des dés, on secoue une figurine qui contient des boules de couleurs, et les 3 qui finiront par apparaître indiqueront les déplacements de nos personnages. Et ainsi, nombreux de ces jeux comporteront un petit élément matériel qui rend le jeu plus sympathique à jouer. On aura les points au dos des fantômes de Geister, les dessins cachés sous les pièces de Sagaland, et quoi de mieux pour faire comprendre que nos pions peuvent mourir à tout moment que de les mettre sur un pont suspendu sur la boîte de jeu plutôt que de simplement les déplacer sur une piste. Ainsi, Alex Randolph comprit très rapidement que le propre du jeu de société, c'est être à la fois un ensemble de règles, mais aussi une composante matérielle. Malheureusement, toutes les meilleures choses ont une fin, et Alex Randolph s'est éteint en 2004 à Venise, laissant plus d'une centaine d'auteurs de jeux lui rendre hommage sur le net. Il y aura même 6 ans plus tard, un jeu de société Alex & Co, qui fera honneur à toutes ses créations. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cet homme ? Eh bien, Alex Randolph, c'est très clairement une personne entre deux époques, et certainement un des pères fondateurs qui a permis aux jeux de société de passer de la période classique à la période moderne. Avec Sid Sackson, dont je vous ai parlé plus tôt, ils ont été les premiers à avoir une carrière et à avoir bousculé les codes en proposant des jeux aux mécaniques innovantes, pas toujours basés sur la chance, et parfois dans des gammes à destination des adultes. Mais là où Sid Sackson avait un profil d'énorme collectionneur, et encore une fois on parlera sûrement de lui dans une autre vidéo, Alex Randolph lui avouait ne jouer que très rarement aux jeux des autres. Ses inspirations sont donc plus classiques, et c'est plutôt sa philosophie de vie qui l'a amené à créer de nouvelles mécaniques. Il considérait par exemple que tout ce qui ne relevait pas du travail chez l'être humain relevait indirectement du jeu. C'est donc avec un bagage classique mais un regard tourné vers l'horizon, parfois dans des domaines loin du jeu de société, qu'Alex Randolph créait ses jeux. Pas mal de ces jeux souffrent de cette partie trop classique et ont aujourd'hui très mal vieilli. La grosse majorité de ses créations risque de tomber dans l'oubli, mais son hyperactivité créatrice a permis d'ouvrir le chemin à beaucoup d'auteurs par la suite, et ses quelques grands succès, aujourd'hui iconiques et cultes, sont des modèles d'inspiration pour les créateurs d'aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'ai mis pas mal d'efforts dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la montrer à un maximum de gens. Je vous mets également dans la description des liens vers mon Facebook et mon Twitter. Je remercie au passage Ludovox de partager mes vidéos sur leur site. Franchement, ça me fait super plaisir, j'adore ce qu'ils font. Et sachez également que je vais rejoindre la team Proxy Jeux, c'est un podcast, donc quelque chose d'uniquement audio, et dans lequel je vais faire une petite chronique tout simplement. Donc n'hésitez pas non plus à aller les voir. En attendant, je vous dis ciao les gamers!